bonsoir à tous. À la une de ce journal, de graves irrégularités ont émaillé la gestion du fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun, le recours systématique aux marchés spéciaux, le déblocage des fonds en numéraire et la mise à l'écart des comptables matières ont eu des effets pervers susceptibles de faciliter les détournements de deniers publics. C'est du moins ce que révèle la synthèse du rapport de la Chambre des comptes. Vous suivrez au cœur de ce journal les nombreux dysfonctionnements ayant permis ces détournements de deniers publics et les différentes administrations impliquées. Dans ce journal, nous poursuivons une série de reportages réalisés dans la région de l'Est, là où l'exploitation minière provoque de nombreux drames. Cap ce soir sur une localité où un éboulement de terre a fait plusieurs morts sur un site minier. Malgré ce drame, l'exploitation artisanale de l'or continue sans aucune mesure de prévention et de sécurité. C'est un grand reportage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Avez-vous déjà emprunté l'axe Bafang-Kondiok? C'est à peine 50 km de route. Une route impraticable, dégradée, en piteux état. Pour ne rien arranger, la route s'est même affaissée au niveau de Kondiok, aggravant les conditions déjà pénibles de transport interurbain. Coincées dans un sous-développement criard, les populations de Kondiok doivent débourser jusqu'à 15 000 francs CFA pour allier l'une de ces localités, calvaire indescriptible, raconté dans ce grand reportage signé Jacques Molon d'Alaskana et Aix Cyril. Kondiok, petite localité non loin de Yabassi, dans le département du Nkam, région du littoral. Si la vie semble calme et paisible ici, c'est sans oublier toute la difficulté qu'il y a à se rendre en Kondiok. Tout le voyage que j'ai fait pour Kondiok, Bafang, vraiment je me sens tellement fatigué, très mal à l'aise. Le mal de peau entièrement et la fatigue entièrement, je suis tellement fatigué. Je ne sais pas, la boue en route totalement ou je ne sais quoi, je peux même dire. Vraiment la route de Kondiok m'a dépassé. Je suis dépassé pour cela. Kondiok est situé dans le département du Nkam. Mais pour y arriver, il faut passer par le Haut-Nkam, notamment par Bafang. Un véritable calvaire pour les populations. Les habitants de Kondiok ne savent pas ce que c'est que le bitume. Ils n'en ont jamais entendu parler. Ce qui tient lieu de route pour eux, c'est ce bourbier. Depuis 25 ans que je suis en Kondiok. Je suis né en Kondiok, je suis fils d'un Kondiok. Voilà la route. La route est totalement creusée jusqu'à... Pour partir de Bafang pour Kondiok, il faut s'armer d'une bonne dose de courage. C'est pratiquement de la mer à boire que d'affronter cette route, notamment au niveau de Ndoksamba. Nous sommes obligés de partir jusqu'à s'asseoir en cours de route, dormir même pour attendre que la voiture vienne nous trouver. À l'heure que c'est venu, souvent on dit le pont est cassé, souvent on dit la lame est gâtée. Bon, tout ça c'est l'état de la route. Tu vois, la voiture n'arrive pas à vraiment arriver à 60 km. Mais il n'y a pas moyen que la voiture peut quitter à 6 heures et ça arrive même à 20 heures. Après le bourbier de Ndoksamba, le voyageur se trouve nez à nez avec ce ravin. Nous sommes à Soho, 1 à 2 km environ avant Kondiok. La route est en train de se couper. Regardez, voilà un trou que vraiment si une voiture passe, c'est les corps qu'on doit retirer dans ce trou. Je prends la hauteur du trou jusqu'à sur la route. La terre de Kondiok est fertile. Les populations ici
vivent essentiellement de l'agriculture. Mais faute de route, elles ont du mal à écouler leurs produits. On a la nourriture et tout, on ne sait pas comment vendre ça parce qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de où passer pour venir payer. Nous voici. Le cacao, on nous parle de la route. N'importe quoi qu'on travaille, on nous parle de la route. Vraiment que l'État nous aide. L'État nous aide à voir ce problème. Ce trou en pleine chaussée, du moins ce qui en tient lieu, oblige le voyageur à emprunter une déviation. Mais là, il faut descendre de la voiture et prendre une moto. Coincées dans un sous-développement criard, les populations de Nkonjok lancent un cri de détresse en direction des pouvoirs publics. Ces benzineurs et ces conducteurs de voitures élèvent le taux dû aux dégradations de la route. Et vraiment, on exhorte vraiment l'État à essayer de venir voir comment est-ce que la route, comment est-ce que ça se comporte. On marche qu'à pied, donc on peut même 15 minutes, on peut qu'à pied. C'est très dangereux. La route, c'est vraiment pour qu'on nous aide sur la route, sinon on ne peut rien. On demande une aide pour cette année, sur cette route, pour que même les Camerounais puissent bien circuler, comme les mamans, comme les miss là. Bafang Konjok, c'est une distance d'à peine 50 ou 60 km, mais dont la traversée est un véritable parcours de combattants. Là où la route ne passe pas, le développement ne suit pas. Dans la série de grands reportages réalisés à Batouri, mettons le cap vers la localité de Kambele, théâtre d'un éboulement ayant fait plusieurs morts sur un site minier. Malgré ce drame, l'exploitation artisanale de l'or s'intensifie sans aucune mesure de sécurité autour des trous non restaurés et sans aucune mesure de prévention contre la pollution de l'environnement. Selon les populations, ces exploitations minières n'ont eu aucun impact socio-économique. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop présentent l'envers du décor des exploitations minières dans la région de l'Est. Ici Kambele 3, juste derrière moi, le cratère de la mort. Un cratère qui a accouché de pas moins de 2 lacs artificiels. C'est ici qu'il y a 3 semaines, des corps ont été extraits à la suite d'un éboulement de terrain. Des compatriotes qui étaient à la quête de la pitance quotidienne, la recherche de l'or à tout prix et à tous les prix. Sauf que ce jour-là, le pire s'est produit. La petite nouvelle m'est arrivée brusquement comme ça. On a été chercher mon enfant, on ne le trouvait pas. Et après on m'a dit que l'enfant est resté dans le trou. Il me disait que c'est moi qui devais partir, un enfant de 20 ans. Un mois après le grave accident, c'est un Kambele 3 en pleine ébullition qui nous accueille. L'activité bat son plein. Tout se passe comme s'il n'y avait rien eu de grave. Certes, la zone où le drame s'est produit a été fermée au public, pendant que les familles des victimes pleurent leur mort. Quand il y a écoulement, ils préfèrent renvoyer les engins dans le camp. Et artisans miniers se battent avec les pelles. Combien de coups de pelle pour atteindre 20 mètres de profondeur, soit 10 mètres de profondeur. Vous voyez que nos frères vont rendre l'âme. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Même l'autre jour, on a enlevé les cadres là. Il y avait les gens qui étaient là, ils ont dit, il y a encore les gens. Et jusqu'à maintenant, il y avait un bourreau qui dit qu'il y avait son enfant chez son enfant. Et quand on parle là-bas que l'engin doit travailler, il ne veut pas. Ce n'est pas la première fois que les trous miniers sèment la désolation à Kambele. Et pourtant, l'activité poursuit son bonhomme de chemin, sans aucun encadrement. Les puits, abandonnés par la dizaine d'exploitants répertoriés dans la zone, sont pris d'assaut par la population. Il n'y a pas un seul endroit où la main ne passe et ne repasse à la quête du précieux métal. Ça n'est malaxé, le pitro. Ça devient comme le sable, propre. Après, tu prends ça, tu verses ça là-bas, le côté. Tu mets alors dans les bancos, tu peux mettre ça au soleil. Et après? Après, tu écrases. Tu concasses d'abord les caillasses. Après, tu pars avec ça à la machine. On écrase. On finit d'écraser encore. Tu pars encore laver ça. Oui. Avant d'avoir l'or? Oui. Toi, tu fais ça depuis combien de temps? Bon, je suis né dans ça.
Tu peux avoir 1 gramme, des fois tu peux avoir 2 points, 3 points. 1 gramme c'est combien? 1 gramme c'est 25 000 le gramme. Vous arrivez d'avoir 1 gramme? Oui, il peut arriver si la pierre est bonne. Bon, si la pierre est bonne, tu peux avoir 4, 5. Ça fait 100 000, 125 000? Oui, 125 000, à raison de 25 000. Bon, comme les prix ont diminué maintenant à 23 000. Est-ce que vous pouvez dire que vous gagnez vraiment votre vie avec ça? Non, ça c'est pour se défendre seulement, pour ne pas rester dans le quartier. Voici 1 an que nous étions ici. Cet endroit était alors recouvert de végétation. Les populations pouvaient y pratiquer la chasse, la cueillette et dans une certaine mesure la pêche. Aujourd'hui, cet endroit ressemble à un véritable champ de ruines. L'exploitation minière est passée par ici, laissant des marques indélébiles aux grandes dames des populations riveraines. Quand la personne amène les papiers, dit que c'est celui qui m'a donné les hectares comme ça, on dit que finir avec les gens, avec l'État, et quand tu vas aller, finir avec les gens des villages. Mais quand ils arrivent ici, là, ils prennent nos frères militaires pour nous chasser. Là où ton père a dépensé plus de 50 millions pour creuser avec les mains pendant 5 ans. Ces orpailleurs opèrent dans des sites à risque et s'exposent à des éboulements qui peuvent être mortels. Le risque est d'autant plus grand que les exploitants ne referment pas les trous après avoir puisé l'or. À Kambélé, on en recense des centaines, dont certains sont devenus des retenues d'eau. Le moindre faux pas peut être fatal, sans compter les maladies. Les chantiers, les trous qu'ils laissent, qui ne se font pas refermer, entraînent le développement des larves, des gîtes larvaires, dont on a aussi récurrence des cas de paludisme en grande quantité, l'insalubrité dans ces zones-là, les cas de diarrhée, de déshydratation chez les enfants tant que chez les adultes. En plus de cela, les cas d'intoxication par les produits, les drogues, les tramadol qui se vendent partout dans la zone-là, aux jeunes qui recherchent des stupéfiants en eux de la force physique pour abattre ces travaux-là. Le ministère de l'Environnement assiste impuissant à cet abandon de puits miniers qui, en plus de polluer l'environnement, menace la vie des populations riveraines. Nous sommes préoccupés par cette destruction de l'environnement, la pollution des eaux, la destruction des sols, et je peux même aller encore plus loin, la destruction de la flore et de la faune, et la production de déchets aussi. Ces aspects ne sont pas respectés parce que les titres sont signés à l'insu du ministère de l'Environnement. L'environnement constate l'activité quand elle est déjà mise en place. Nous n'avons jamais eu la copie du titre attribué. Kambélé 1, 2 et 3 produisent suffisamment de l'or. Et pourtant ces villages et ceux environnants sont dépourvus du minimum d'infrastructures sociales. C'est à peine si les entreprises, pour la plupart chinoises, se souviennent de leur cahier de charges. Il y a l'école qu'il faut faire. Il y a les forêts que tu dois faire au village. Quand la personne dit que non, attendez dans 2 mois, nous on supporte, on attend. Et chaque société, on a 10%. Et calculé depuis 2019 jusqu'à maintenant, toutes les sociétés là. Même pas un radis, rien. Même, comme je vous dis, même rien. Et s'il y a un mort d'homme ici, là, c'est nous qui cotisons, on met à la mort. Quand on réclame, la personne n'agit pas. Quand on veut aller sur eux là, ils prennent nos frères militaires pour nous chasser à la porte, au niveau des portails. Les cris de détresse des populations résonnent dans le vide, face à un solide mur de complicité tissé entre certaines autorités et les exploitants. Kambélé, épatant l'arrondissement de Batouri, bien que gâté par la nature, ne tire pas encore profit de la richesse du sous-sol. La pierre d'or. Parlons à présent du Covid-Gate. 12 dossiers ont été transmis à la justice et 14 procédures pour faute de gestion ont été ouvertes après l'analyse de la gestion du fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus, c'est du moins ce qui ressort de la synthèse du rapport de la Chambre des comptes. Elle a noté, cette Chambre des comptes, de graves irrégularités, notamment le recours systématique aux marchés spéciaux, le déblocage des fonds en numéraire et, le plus surprenant, la mise à l'écart des comptables matières, des techniques susceptibles de favoriser les détournements de deniers publics selon les conclusions de la Chambre des comptes dans la synthèse de son rapport d'audit sur le Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Évocation avec Cyril. C'est un rapport pour l'essentiel porté sur des activités menées par 3 départements ministériels. Le ministère de la Santé publique, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le ministère des Finances pendant l'exercice 2020.
La Chambre des comptes de la Cour suprême précise que les dépenses des autres départements ministériels jusqu'au 31 décembre 2020 ont été peu significatives. Sur les 22 activités conduites par les 3 ministères cités plus haut, la Chambre relève que les dépenses engagées, plus de 157 milliards de francs CFA, étaient largement au-dessus des prévisions, plus de 99 milliards de francs CFA du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Le décalage entre les prévisions budgétaires des activités à mener et les montants finalement dépensés amène la Chambre à questionner la régularité de l'emploi des fonds publics ainsi que la performance de l'action, notamment son économie, son efficience et son efficacité. Dans l'examen des documents fournis par les comptables publics, les auditeurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême dénoncent de graves erreurs ou approximations. En confrontant les informations comptables avec les documents contractuels, les auditeurs remarquent des erreurs d'addition et de reporting, la non prise en compte de certains marchés ainsi que des dépenses faites par mise à disposition des fonds. Bref, pour les auditeurs de la Chambre des comptes, les documents comptables émanant de plusieurs sources officielles sont souvent contradictoires. Concluant son audit, la Chambre des comptes de la Cour suprême est parvenue à reconstituer les comptes 2020 du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. 186,8 milliards de francs CFA en recettes et 167,7 milliards de francs CFA en dépenses, pas toujours bien justifiées. Pour avoir mangé le reste de la nourriture de son compagnon, elle a subi des actes de torture et de maltraitance effroyables. Sabine Lisette Akono a été cruellement estropiée et mutilée. Elle est désormais privée de l'un de ses membres. C'est un choc émotionnel résultant d'un événement traumatisant pour une femme démunie et désormais sans repère. Un récit troublant dans ce reportage signé Rodingassi et Gizogo. À l'hôpital des districts de Mfou, dans le chef-lieu du département de la Mefou et Afamba, dans la région du centre, Lisette Sabine Akono vit son calvaire sur son lit d'hôpital. À 23 ans, celle qui est désormais estropiée revient sur les circonstances du drame dont elle a été la victime le 15 juin dernier en Voronomo par Mfou. Elle raconte qu'après avoir dégusté la veille le reste des spaghettis qu'elle avait cuisinés avec sa fille, son compagnon était de mauvaise humeur. Il me dit que ne fais pas que je te gâte aujourd'hui. Je lui demande Kéké, tu me gardes déjà qu'on a déjà quel problème? Ça là que ma tête me dit que parce que je lui connais, il fait souvent ça. Quand je sers la nourriture à ces gens, il dit que c'est ma part là-bas que j'ai déjà servi à ces gens. Je ne mange plus le reste qui est resté dans la marmite. Il finit de manger ça seul parce qu'il a déjà fait ça plusieurs fois. Ça là que ma tête revient que ce sont les pattes là qu'il s'est déjà fâché pour ça. Pire encore, lorsque la victime parle de cette situation à sa belle-sœur, la colère de son compagnon va décupler. Je commence donc à commenter ça avec sa soeur que peut-être que ce sont les pâtes que j'ai mangées avec l'enfant là que ton frère se fâche déjà. Il a pris sa machette, il a encore descendu là, il a battu ses crons. Il a dit que quand il descendait, il me dit que j'ai dit que si tu descends ici, je vais te gâter. On reste donc commenter ça, non. Il vient nous couver. Moi et sa belle sont en train de commenter. Il me dit que comme tu parles là, reste là-bas sur la véranda. Parce que si tu descends ici à la cuisine, je vais te gâter aujourd'hui. S'étant alors résolu à retourner chez elle, c'est en ce moment que le drame va survenir. J'ai donc porté mon enfant et dit que je pars déjà chez moi. Il commence à dire que comme tu ne fais que venir ici, tu pars chez toi, tu reviens, tu pars chez toi, tu reviens. Tout ce que tu ne fais que chercher ici, toi-même tu vas écouper ça. Parce qu'il était déjà dit, quand tu es d'abord parti, je ne suis pas venu te chercher. Et dès que je pars chez moi, il reste tout vendre dans la maison. Tout vendre. C'est là que je retourne donc et lui dis donc que tout ce que j'ai déjà cherché ici, il vient finir de gâter ça. Quand j'arrive à la maison, il commence à prendre les choses et mettre dehors. C'est là qu'il est venu avec la machette. J'entends seulement comment la machette prend mon pied. Porté disparu après son forfait, Jean-Paulin Dingon, 32 ans, a fini par se rendre à la police. Il est désormais écroué à la prison de Mfou.
Et en bref, à présent à l'international, c'est un jugement rendu sans le président, en son absence. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Il a encore quelques jours pour se présenter à la justice et faire appliquer cette sentence. Et sinon, la justice a prévu que la police entrera chez lui de force pour l'amener afin de purger sa peine. Et en République démocratique en RCA, plutôt en République centrafricaine, l'armée rejette le rapport de l'ONU sur les cas de violation d'abus perpétrés sur des populations civiles. Et au Nigeria, les autorités nigérianes annoncent l'arrestation d'un leader du mouvement séparatiste biafrais après des jours et des mois en cavale. Dans la page sport, la rubrique Chemin de Cannes, l'appel du Front de libération nationale aux footballeurs algériens de France. Ces fervents patriotes avaient presque fait l'impossible pour parvenir en Italie avant de s'envoler pour la Tunisie. Ils ont été traqués par les services secrets français et Stéphanois Rachid échappe de justesse à la police, mais son camarade Mohamed Maouchi a été arrêté à la frontière suisse. Dans cette escale de chemin de Cannes, Jean-Paul Chouniat vous amène à la découverte d'une aventure ambiguë menée par des Algériens d'origine naturalisés français qui ont répondu à l'appel pour la libération de leurs frères restés en Algérie. Chemin de Cannes, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Je suis allé à Bordeaux voir Amara. Je suis arrivé vers 2h du matin. Ça a duré 30 secondes. Donner des instructions. J'ai dit voilà, demain, lundi, au Hôtel de la Cigogne, Genève, avant midi. Et puis je suis parti, sans plus. Tous les footballeurs algériens évoluant en France, une fois mobilisés, le timing du départ pour la Tunisie avait surpris plus d'un, à l'instar de Rachid Mekloufi de l'AS Saint-Étienne, blessé au cours d'un match de championnat à la veille du voyage. L'après-midi, au cours d'un duel aérien, donc il est blessé à la tête, il est évacué sur une civière et il est à l'hôpital. Et les gens qui sont chargés de venir le chercher se déguisent en infirmiers et vont le chercher à l'hôpital. Les deux garçons qui m'ont contacté, Kermani et Haribi, sont venus à l'hôpital me dire « on s'en va ». Comment on s'en va? On s'en va, c'est comme ça, Je les ai suivis, je suis parti avec eux. Dans des périodes comme ça, il n'était pas question de poser des questions ou de dire où on va, comment on va. On va à Tunis et tu te la fermes. On s'est réunis donc avec Bomzareg, Haribi et Dr Moulay à l'hôtel de la Croix des Champs, donc au Louvre. Et c'est là que Bomzareg a dit dimanche, c'est le départ. Il faut que tous ces footballeurs-là, il y avait une liste, il y avait 11 joueurs exactement, 11 sans plus, et il fallait qu'ils quittent la France, donc tout de suite après les matchs. Si une partie du contingent de joueurs et encadreurs techniques arrivait aisément dans la capitale italienne, certains avaient eu toutes les peines du monde à atteindre Rome, le point de départ par avion pour Tunis. On avait rendez-vous au buffet de la gare, normalement, première classe. J'ai attendu de 7h du matin à 10h le soir, mais pas de contact, personne n'est venu. Mais ils m'ont complètement oublié. Et alors je me suis dit, tiens, il y a contre-ordre. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai dit, il y a contre-ordre, il y a quelque chose, je ne sais pas, une intuition comme ça. J'ai dit, il faut que je retourne voir. Les galères de Mohamed Maouche du stade de Reims commencent à Lausanne du côté de la Suisse, le lieu du rendez-vous convenu avec le coach Boumarzak, Brahimi et Bouchouk. Ne comprenant rien de ce faux bond de dernière minute de ses camarades de lutte, Maouche retourne à la gare de Lyon. Le matin, à 6h et quelques, 6h30 à peu près, et puis je suis sorti, j'ai dit tiens, je vais me rendre d'abord voir un petit peu ce qui se passe, voir les responsables qui s'en vont. Puis je tombe sur, alors je l'ai, l'équipe. Alors là, je vois le titre, etc. J'étais pris de panique. J'ai dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas hésité une seconde, il y avait un responsable de la SNCF, là, je lui ai dit, écoutez, je m'excuse, est-ce qu'il n'y a pas un train qui part sur la Suisse d'ici tout de suite? Ah, il me dit, non, vous avez un train qui part, c'est le direct, c'est le Paris-Bâle, c'est le seul qu'il y a, mais c'est à la gare de l'Est. J'avais vraiment juste le temps
Puis j'ai sauté dans un taxi. J'ai été vers la gare de l'Est et j'ai pris ce Paris-Bâle. Et une fois à destination à Saint-Louis, à la frontière franco-suisse, Mohamed Maouche est arrêté pour désertion du service militaire. Arrivé donc en gare de Saint-Louis, le train a commencé à ralentir, il s'arrête. Et c'est des portes automatiques, donc à l'époque c'était déjà l'automatisation des fermetures des portes. Puis je me lève, je fais ce geste, il y avait quelqu'un à côté, pour descendre la vitre, et il me dit, mais monsieur, ça se baisse pas. Alors là, le couple m'a été souffle coupé, je me suis rassis, j'ai essayé d'être décontracté au maximum. Puis alors là, il y a une jonction qui se fait, c'est-à-dire, bon, il y a un douanier qui monte d'un côté, un policier, un douanier policier. Et puis il faut la jonction. Ils arrivent vers moi, passeport, je fais ça, je lui donne le passeport, il ouvre. Et je me suis retrouvé avec des menottes. 10 joueurs réussissent à passer à travers les mailles et à prendre le chemin de Tunis. Mais le soldat Maouche, arrêté au cours de cette première opération footballeur du FLN, est passible du conseil de guerre pour désertion. Il risque le peloton d'exécution. Il va échapper au procès grâce à un puissant protecteur, le général Lott. C'est le président d'honneur de son club, le Stade de Reims. Libéré en 1960, le même Mohamed Maouche réorganise une nouvelle tentative, mais cette fois-là en voiture. Moins poisseux que la première fois, Maouche et quelques compagnons de route traversent la Suisse et retrouvent une partie de l'équipe à Rome, en Italie. Et Ben Abdallah posait la question à Maouche en lui disant dis donc, Maouche, combien reste-t-il de footballeurs en France? Il lui a dit une dizaine environ. Il a dit, tu peux me donner la liste des noms? Il a dit, bien sûr. Tout de suite, je fais la liste. Donc, Bouchache, Le Havre, à Rennes, il y avait Mahi. À Limoges, il y avait Ahmed Arab. À Bordeaux, il y avait Amara. À Nîmes, il y avait Bouricha, il y avait Wali Kani Djbeili, plus Kader Firoud. Et à Troyes, il y avait Karoum. Donc voilà le dernier groupe, le dernier noyau qui est resté en France. Il a fait un tacle, il a failli me blesser, et puis la réflexion, il lui dit, écoute, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit, écoute, chou, hein. Et ça prouve que sur le terrain, Zitouni était 100% football. Et il n'aimait pas perdre, malgré notre départ. À la fin du match, Amar Roy file à la gare de Nice, direction l'Italie, avec sa femme et son fils de 5 mois. Il part avec pour seul effet un sac de sport. On a tout laissé. 6 mois avec des valises. Ne serait-ce qu'une valise. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Où tu vas? Ils vont poser la question. Je ne vais pas leur dire je vais passer 2-3 jours ou je ne sais pas. Non, c'est en plein championnat. Donc, j'ai tout laissé. Vraiment, je suis parti avec ce que j'avais sur le dos. Sorti Manu Militari d'un lit d'hôpital par 2 émissaires du Front de Libération Nationale, Rachid Mekloufi et quelques-uns de ses compagnons de route prennent du retard dans leur voyage. La radio annonce sans répit la fuite des footballeurs algériens. Un certain nombre de footballeurs algériens ont quitté aujourd'hui la métropole, parmi lesquels d'ailleurs se trouve ce qu'on appelle un militaire en absence illégale, Mekloufi, et qui dans 3 jours sera un déserteur. Heureusement que le douanier qui était en poste là-bas n'a pas écouté la radio. Sinon, c'était la catastrophe. Pour Rachid Mekloufi, l'angoisse est à son comble. Le douanier, il tournait, il voulait un autographe, etc., etc. Il nous a un petit peu retardé, mais on est quand même passé. Mais de fil en aiguille, sur tous les postes de contrôle le long du trajet, tout le groupe arrive sain et sauf à Rome, point d'embarquement pour la Tunisie. Tous les joueurs d'origine algérienne se retrouvent finalement en Italie. Amar Roy découvre alors que Zitouni a pris le même train que lui, sans qu'il s'en aperçoive. Après Rome, ils rejoignent Tunis, où siège le gouvernement provisoire algérien.
Pour le FLN, l'opération est un succès. En France, le choc est immense. Paris Match consacre une douzaine de pages à ça. Paris Match, quand même, c'est fabuleux. L'équipe, tous les jours, ils envoient, je crois qu'il y a un envoyé spécial pour aller voir. C'est une surprise et un choc terrible. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage dans ce journal. L'Assemblée générale de la Société camerounaise de Palmeraie fait le point sur la performance de Socapalm. Durant une semaine, les actionnaires ont passé en revue le bilan de l'entreprise et l'analyse de ses résultats. Les actionnaires minoritaires réunis au sein d'une association se félicitent du bilan global de la Socapalm. Des précisions dans ce reportage. La pandémie du Covid-19 a fortement impacté dans le microcosme économique au Cameroun et ailleurs. Malgré les secousses, certaines entreprises comme la Socapalm ont tenu le pari de la performance et de l'efficacité. C'est une entreprise qui se porte bien. Le résultat, par exemple, de cet exercice ont surpris plus d'un actionnaire parce qu'avec le Covid et l'insécurité dans le Dozo, le sud-ouest et le nord-ouest, où sont situées certaines plantations de la Socapalm, les gens, les actionnaires, ne s'attendaient pas à la performance que nous avons obtenue, que la société a eue. Et cette performance est liée à la compétence des dirigeants actuels de l'entreprise. Ils sont régulièrement sur le terrain et ils veillent, ils prennent en considération les observations qui sont faites par les actionnaires minoritaires, ce qui n'était pas le cas au début. Pour preuve, le bénéfice net d'un peu plus de 11 milliards 560 millions de francs CFA réalisé lors de l'exercice 2020 avec une répartition totale de plus de 17 milliards en faveur des actionnaires, soit 3 825 francs CFA par action avant retenue de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. Une situation qui a fortement satisfait les actionnaires réunis au sein de l'Organisation de défense des actionnaires minoritaires de l'entreprise au Cameroun. L'ODAM Cameroun, comme on l'appelle, est une association dont l'objet est la promotion et la défense des actionnaires minoritaires au Cameroun. Donc l'objet, je le répète, est de favoriser la promotion de l'actionnariat. Nous voulons que tous les Camerounais, particulièrement ceux qui ont des revenus sur des fonctionnaires, deviennent des actionnaires. C'est le meilleur investissement. Ces actionnaires, tout comme le management, font entendre leur voix durant l'Assemblée générale qui se tient depuis le 14 juin et qui s'achève ce 30 juin 2021. Une Assemblée générale particulière en raison de la crise sanitaire. Comme en 2020, elle ne se fera pas en présentiel. Ceci malgré l'appel marginal d'un des actionnaires. Moi, non, je n'ai pas. J'ai lu ce communiqué. Je crois qu'il doit s'agir d'un malentendu. L'Assemblée générale de l'année dernière a eu lieu par correspondance. Celle de cette année également prendra la même forme. Ce mode d'organisation de l'Assemblée générale, d'abord, sont prévus par le texte OADA. Donc, sur le plan juridique, elles sont conformes à la législation en vigueur. Et puis sur le plan pratique, elles respectent les mesures gouvernementales que le gouvernement a prescrites de distanciation
sociale. 3 points focaux ont été retenus. Hôtel Zingana à Bafoussam, Hôtel Hilton à Yaoundé, Hôtel La Falaise à Douala. L'agenda prévoyait l'accueil des actionnaires dans le respect des mesures barrières, la consultation des documents relatifs à l'Assemblée générale et le vote des résolutions. Celui de Yaoundé que j'ai visité, ça se passe très bien. Et les informations sont mises à la disposition des actionnaires qui votent en toute connaissance de cause. On regrette que ce vote se passe sans débat, que les actionnaires n'aient pas à intervenir physiquement pour exprimer leurs observations et leurs vœux, mais sur le plan juridique, ces assemblées ne sont pas contestables. La Socapalm est une entreprise avec un capital d'un peu plus de 45 milliards de francs CFA qui, en 2020, a réalisé une production globale de plus de 145 000 tonnes d'huile de palme. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Duval Fangois et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Duval. De graves irrégularités ont émaillé la gestion des fonds alloués à la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Selon la Chambre des comptes, il y a de nombreux dysfonctionnements observés, le recours systématique aux marchés spéciaux, le déblocage des fonds en numéraire, même là où il n'y avait pas nécessité à débloquer ces fonds. C'est plus d'1,5 milliard en numéraire qui ont été débloqués selon la Chambre des comptes. Il y a la mise à l'écart des comptables matières qui empêche une traçabilité des flux financiers et d'observer la gestion des stocks de médicaments et autres équipements acquisitionnés dans le cadre de la gestion des fonds spéciaux pour la lutte contre le coronavirus. Dès lors, 12 dossiers ont été transmis à la justice et 14 procédures pour faute de gestion ont été ouvertes à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Une jeune dame a été extropiée par son mari qui lui reprochait d'avoir mangé son spaghetti. Elle a constaté sa colère grandissante à la suite de la disparition dans la marmite du reste des spaghettis. Elle en parlait seulement avec sa belle-sœur, ayant du mal à comprendre la colère de son compagnon. Celui-ci a pris sa machette et ensuite a menacé de s'en prendre à sa compagne. Malgré les négociations, il a porté main sur elle, a utilisé la machette et cette jeune femme de 23 ans s'est retrouvée estropiée, mutilée. Elle a perdu l'usage de l'un de ses membres. Vous l'avez vu à l'hôpital, traumatisée et choquée par cette scène qui bouleverse à jamais son quotidien. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. C'était la grande édition du Journal du Soir. Bonne soirée Cédric. Bonne soirée Duval. Rendez-vous demain. 20h. Mesdames, Messieurs, dans quelques secondes, la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités.